On va reprendre pour cette dernière table ronde que je vais avoir le plaisir d'animer. Donc cette table ronde, elle va être consacrée à l'expérience de la moine coercition et de son impact sur les parcours professionnels et de soins et l'expérience des personnes. C'est vrai que cette table ronde, ça m'intéressait vraiment de pouvoir l'animer dans la mesure où on va vraiment aller regarder finalement qu'est-ce que ça produit de faire du moindre recours, et pour les professionnels finalement, et pour les personnes concernées. Dans l'étude, ce qu'on a pu voir déjà, c'était cette idée que j'avais présentée ce matin du cercle vertueux, de se dire que déjà pour les professionnels, cette pratique, elle permettait d'avoir des pratiques qui étaient considérées par les pros comme plus intéressantes, mais aussi plus intenses, plus exigeantes, qui amenait aussi une forme d'épuisement. C'est quelque chose qu'on a pu constater dans les unités, mais que c'était plus intéressant. Donc il y avait aussi plus d'implication. On a parlé de l'autonomie des professionnels, de la culture du risque. Et finalement, tout ça, ça donne du sens au travail. Et dans ce cercle vertueux, on a pu voir comment cet intérêt dans la pratique, il avait aussi un impact sur les questions de recrutement. Alors les problématiques de recrutement, elles existent partout sur le territoire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout dans ces établissements, bien sûr. Mais par contre, nous, ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y en avait probablement possiblement moins qu'ailleurs. Pour les usagers, quand on les a interrogés, les retours, ça a été des phrases comme ici on est libre, le vécu, l'expérience qu'il y a beaucoup plus de choses à faire, alors que d'habitude dans les unités on a beaucoup de retours sur de l'ennui, par exemple le vide de l'hospitalisation. Ce qui rapporte aussi, c'est le fait que ce soit agréable et beaucoup plus confortable d'être dans des unités où les règles, il n'y a pas de rigidité dans les règles. Et malgré tout, ça ne veut pas dire que tout est parfait. Quand on a interrogé les usagers, c'est pas la garantie, faire du moindre recours, c'est pas la garantie non plus de la perfection. Il y a plein d'autres choses probablement à travailler. C'est ce qu'on va essayer d'explorer sur cette table ronde. Alors pour ça, j'ai plusieurs intervenants avec moi. Donc d'abord, n'hésitez pas à me dire si je prononce mal votre nom de famille. Donc Thomas Kurzava, qui est représentant des usagers à Saint-Cyr au Mont-d'Or. Antoine Berger, qui est médecin psychiatre à l'UH Durance. Qui est vice-présidente à Grimm et membre du collectif des personnes concernées du PTSM 69. Alors ensuite, j'ai 3 personnes du GHU Paris, Céline Thépeau, 2 personnes du coup. Céline Thépeau, Diane Yatera et du coup qui sont du GHU Paris. Alors je sais que médiatrice de santé père, c'est ça, et infirmière en intra, c'est Diane, c'est ça. Voilà, merci d'être là. Et Malika Bakiri, qui est infirmière au G21 à Lille. Voilà. Alors j'ai plusieurs questions pour vous. Je suis Monsieur Berger, docteur Berger. Alors, ma question c'était, vous avez initialement rejoint l'UH Durance pour d'autres raisons que son approche du moindre recours à la contrainte, et puis finalement vous y êtes resté. Alors, ma question c'était de savoir ce qui, dans votre expérience dans cet établissement, vous a convaincu de poursuivre votre engagement dans cette structure. Qu'est-ce qui vous a fait rester finalement à l'UH Durance? Merci. Oui, c'est vrai, donc je suis arrivé à l'hôpital en tant qu'interne.
j'avais déjà fait des semestres au CHU de Marseille et puis à Édouard Toulouse. Donc je suis venu au CHBD plutôt pour faire une saison de ski. C'était vraiment, j'avais pas cette notion de moins de coercition. Et puis j'ai été très très bien accueilli. Je suis tombé un petit peu dans cette ambiance où il y avait cette culture de moins de coercition. Et puis je me suis fait un peu, je me suis baigné un petit peu dedans, ça a un petit peu infusé en moi, ça m'a plu, je suis revenu. Et le pourquoi, c'est vrai qu'avant que vous m'envoyiez la question cette semaine, je ne m'étais jamais trop posé la question pourquoi. Je pense que quand je me suis posé un petit peu pour réfléchir, je me suis dit, en fait, je m'y sens bien. Et quand j'ai réfléchi un petit peu aux raisons qui font que je m'y sens bien, j'ai retrouvé un petit peu sur le poli de ce matin les facteurs qui font qu'il y a un moindre recours à la coercition. Ce qui m'a, par rapport à ce que j'avais pu voir dans mon internat, ce qui était différent à Laragne, c'est déjà qu'il y avait ce collège médical où quand je me suis retrouvé en docteur junior en référence médicale d'un CMP un petit peu éloigné, j'étais quand même très rassuré de pouvoir y venir poser mes questions, mes doutes. Et il y avait un soutien où je sentais que je pouvais donner mon avis sans être jugé. Et il y avait une liberté et vraiment un soutien de tous les autres médecins. Et il y a aussi dans l'intra ce que j'ai trouvé et que peut-être il y avait moins dans les différents stages que j'avais pu faire avant. Donc dans ces arguments, c'était vraiment l'horizontalité, les prises de décision, vraiment tout le monde, par exemple, la dernière situation un petit peu d'isolement qui a été compliquée, on s'est tous posés parce que il y a certains qui étaient contre et d'autres pour, on a pris le temps, on a réfléchi, finalement j'ai pris la décision, mais le fait que ça soit un petit peu réfléchi, ça me va bien. Enfin, je me dis, bon, si tout le monde est un petit peu d'accord, on a réfléchi ensemble. Donc ça, c'était bien. Après, il y a ce qui fait où je me sens bien aussi à Laragne, c'est cet environnement aussi quelque part. Quand j'étais venu pour le ski, mais je retrouve où, en ce moment il y a des travaux, mais sinon c'est calme, c'est vert. Pendant les relèves, c'est déjà arrivé qu'on voit un chevreuil se balader. Donc c'est quand même hyper agréable. Et je pense que ça influe forcément sur les patients. Et donc il y a cette ambiance qui est difficile à décrire et fait qu'on arrive à, de par les réflexions, de par l'élaboration en groupe, du fait que ça soit horizontal, que tout le monde peut s'exprimer, ce qui fait que la pensée elle reste toujours un petit peu comme ça en circulation. Eh bien, on n'arrive pas à une situation où on est bloqué et peut-être quand on est bloqué, plus facilement on ferme la porte. Merci. Alors moi, ce que j'ai entendu, c'est la question de l'accueil. Ah oui. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce qui vous a finalement, ce qui était différent dans l'accueil que vous avez reçu à Laragne? Quand je suis arrivé, donc c'était à mon 3 ou 4e semestre, l'ancienne chef de service m'avait préparé un petit entonnoir avec un petit grelot et dessus il y avait écrit Antoine qu'elle avait préparé en gommette comme ça, avec deux petits livres. C'était sympa quand même. Et je n'avais pas vu ça ailleurs. Et après, elle m'a, pendant une semaine, comme l'hôpital, ça aussi je pense que ça me plaît, c'est un hôpital à petite échelle, il y a une familiarité, un peu de proximité, et elle m'a présenté à toutes les structures. Donc au bout de 10 jours, j'ai l'impression que je connaissais un petit peu tout le monde fait on se reconnaît, on se connaît. Et voilà, c'était ça.
Et je pense que peut-être l'accueil que j'ai eu, les patients ils ont quelque chose un peu comme ça, peut-être de réconfortant, eux aussi. Effectivement, c'est intéressant parce que c'est des choses qu'on a retrouvées sur l'accueil des patients. On voit bien que cette question de l'accueil, c'est quelque chose de très global. C'est aussi quelque chose qu'on a retrouvé nous-mêmes dans notre accueil en tant que chercheurs. Quand on est arrivé à la RAN et aussi sur d'autres sites, dans les autres établissements. Je trouve vraiment intéressant de voir finalement sur cette anecdote de l'entonnoir, c'est des petites choses un peu comme quand on dit le café pour le patient, c'était pas non plus quelque chose d'extraordinaire, mais en tout cas j'entends que c'était quelque chose de marquant au niveau du lien, dans la construction d'un lien. J'entends parler de la question. C'est une petite attention, elle a pris le temps de le faire. Ça fait plaisir de recevoir un petit cadeau pour un premier jour de stage. En tout cas, ça a participé au fait que vous décidiez de rester Je ne sais pas si ça a participé, mais ça contribue à cette ambiance en tout cas. Le fait que ça soit petit aussi, je veux dire, il y a tout le pluriprofessionnel, chose que j'ai pas vue par exemple. Je fais des consultations avec le pharmacien qui est là aujourd'hui, en CNP, en intra, et ça je l'ai vu dans aucune structure dans laquelle j'ai travaillé. J'ai fait aussi des remplats dans d'autres structures. C'est hyper intéressant, et puis c'est agréable d'être à deux, d'échanger. Ah, t'as perçu ça, moi j'ai perçu ça, et je pense que ça permet une meilleure lecture, et on apprend aussi. J'apprends tous les jours. Merci beaucoup, votre témoignage il est intéressant parce que je m'imaginais plutôt entendre parler du fait qu'il n'y ait pas de certificat à faire, des choses comme ça, et finalement on voit que le point probablement, mais j'entends que la question du lien c'est vraiment ce qui arrive en premier, et on voit que ça correspond aussi à ce qu'on a vu sur place. Ensuite j'avais une question pour Thomas Kurzava. Avec son comité de suivi. Alors je voulais savoir quelle était vous aussi votre vision du soin idéal, et puis aussi savoir un peu, comme j'avais demandé à Madame Janin, l'impact pour vous de la contrainte de la coercition, ou au contraire du moindre recours à la coercition sur les parcours des patients. Alors, merci déjà pour vos applaudissements. Ça me soutient, je tremble moins, c'est déjà ça. La problématique de votre question, ça implique qu'actuellement le soin n'est pas adapté. Donc, je vais être obligé de mettre les pieds dedans parce que j'en suis conscient. Les politiques, les finances, s'il pouvait y avoir déjà à ce niveau-là des changements, pour nos patients, ça représenterait déjà beaucoup, parce que quand on a un message du gouvernement qui implique des coupes budgétaires, parce que on est tous au courant de la crise, on se demande comment nous sommes traités. Voilà, tout simplement comment on est traité. J'ai conscience aussi de la problématique des soignants par rapport à ce manque de budget. Ça implique moins d'humain, moins de temps, moins d'individualisation. C'est tout ça la vision du soin idéal en fait, c'est tout le contraire, c'est être individuel, être hyper humain, hyper à l'écoute, avoir accès à plusieurs disciplines comme j'ai pu l'entendre tout au long de la journée. Pour nous ça nous offre des perspectives, voilà, ça suffit pas comme quoi les applaudissements, mais ça nous offre à nous des perspectives, c'est-à-dire qu'on peut aller piocher dans des discours différents, dans des pratiques différentes, sur des choses qui peuvent nous amener à aller mieux, à être plus stable, plus réceptif aux soins, plus impliqué aussi dans les soins. J'oublie pas non plus, je l'ai éteint. Probablement celui-là. J'oublie pas non plus l'importance aussi de l'implication des aidants.
Ils sont souvent, enfin je l'ai vécu moi par mes parents, ils sont souvent mis de côté. À partir du moment où ils ont été impliqués par mon psychiatre dans ce système de soins, ça a changé beaucoup de choses dans la dynamique, dans l'échange, dans la communication. Ça a levé beaucoup de contraintes de ma parole. J'ai pu exprimer clairement certaines choses, dont mon hospitalisation. Voilà, ça me permet d'enchaîner sur la deuxième question qui a été assez humiliante. Ça a été dur de retrouver une stabilité après. Je suis content parce qu'ils n'ont jamais été affichés sur ce tableau, donc ils ne font pas partie de ces groupements d'hôpitaux qui s'activent pour la moindre coercition. Je ne suis même pas étonné. Malheureusement, je voudrais juste parler déjà surtout de l'isolement. Le reste, j'étais sédaté, je n'ai pas de souvenirs, très peu. Par contre, l'isolement, j'ai des souvenirs très très forts. Tout à l'heure, tu parlais de la crainte d'avoir ses lunettes, pas loin. Moi, c'est le tic-tac d'une horloge, parce qu'il y avait juste ça dans la chambre. C'était assez terrible de pouvoir, voilà, pour vous donner un exemple, ma grand-mère qui a 98 ans lève toutes les pendules de ses horloges parce qu'elle sait que j'arrive. Voilà, c'est des choses qui restent, c'est des choses qui rappellent à chaque jour, et ça fait 2 ans et demi maintenant que cet événement est passé, mais ça me rappelle chaque jour que ça a existé, que ça a été traumatisant, que ça a été dur. Heureusement, je suis rapidement sorti de cet hôpital. Heureusement, j'ai été vite suivi par un CMP avec un psychiatre qui a tout de suite eu ce discours de « on va faire équipe, on va travailler ensemble et on va mettre tout en place pour améliorer les choses ». Et maintenant, je suis content de pouvoir dire que je suis devant vous et que je vais bien et que ces traumatismes sont un souvenir lointain, mais ça reste un souvenir. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je n'ai pas grand-chose à rajouter là parce que je crois que tout a été dit de façon extrêmement claire. Je vais ensuite passer à Céline Thébault et Myriam Amouroui. Ce que je voulais savoir, c'était est-ce que ça changeait pour vous de travailler dans un service peu coercitif comme le secteur 3 de Sainte-Anne, notamment concernant votre ressenti. Est-ce que vous en ressentez de la satisfaction? Et puis, est-ce que vous, je ne sais pas si vous avez expérimenté le travail ailleurs, est-ce que pour vous c'est différent d'un cadre plus traditionnel, et aussi qu'est-ce qui a fait que vous avez poursuivi dans cet établissement? Moi, en tant que médiatrice sanitaire, c'est mon premier poste dans un hôpital. Donc moi, c'est surtout en tant qu'expérience personnelle dans l'hôpital, pas en expérience professionnelle. Déjà, pour un père aidant, c'est rassurant. J'avoue que pendant l'entretien avec mon ancien chef de pôle et la cadre supérieure, il me dit qu'il n'y a pas d'isolement, il y a peu d'isolement et de contention. J'avoue que j'étais rassurée. C'était ma grosse crainte de prise de poste, cette question, comment j'allais réagir en tant que père aidante et c'est vrai que c'était soulagement total. Ce qui change, c'est déjà voir des patients qui sont certes malades, mais respectés. D'ailleurs, ça c'est souvent dit par beaucoup de patients, cette espèce d'autorisation à être fou, entre guillemets, de pouvoir l'exprimer dans un endroit où ils ne sont pas jugés, où voilà, ils ne sont pas stigmatisés, jugés. Il y a ce besoin-là, un endroit où ils peuvent se lâcher et pas passer comme ça des semaines, des mois à se contenir pour paraître normal. Dans mon parcours professionnel, c'est vrai que j'ai eu de la chance en tant que père aidant de tomber directement sur un service qui
qu'il y avait déjà une philosophie orientée vers le moindre recours à l'isolement et à la contention. Et c'est vrai que maintenant, je ne me vois pas travailler dans d'autres pôles ou dans d'autres services qui n'ont pas cette philosophie-là. Moi, j'estime que quand on veut, on peut, et la preuve que quand certains services s'y mettent, ils le font. Donc, moi, je ne pourrais pas aller voir ailleurs de toute façon. Il y a aussi, ce qui est très apprécié dans le service, le cadre. Le design hospitalier a quand même été pensé, quoi. Les murs sont colorés, les couloirs sont grands, il y a une terrasse. C'est agréable visuellement d'être là, quoi. C'est pas les hôpitaux où on se sent, dès qu'on rentre dans le service, on est écrasé, les petits couloirs, les couleurs qui datent de je ne sais pas combien d'années. Enfin, c'est vrai que visuellement, ça donne envie d'être là. Paradoxalement, le service est calme. Calme. On peut donner beaucoup de définitions au mot calme. Après, c'est selon qui on est. Mais c'est vrai que le fait qu'en face, il n'y ait pas une espèce de surréaction des soignants, de menaces, d'isolement, de contention systématique, fait que ça monte quand même moins. Et c'est vrai qu'on peut avoir de longues périodes de calme. C'est vrai que c'est paradoxal, mais non, un service ouvert, ça rend aussi les patients calmes, pas plus agressifs. Là, c'est une espèce de paradoxe. Vu de l'extérieur, ça peut être paradoxal, mais c'est ce qui se passe concrètement. Enfin, moi, c'est ce que je note. Je laisse la parole à mon collègue. Alors moi j'ai commencé dans un service avec une culture coercitive très forte, très importante. J'étais jeune diplômée, j'y connaissais rien. Et puis j'ai appris avec cette culture de 2 chambres d'ISO et pas mal de contention, d'isolement. Donc j'ai appris comme ça avec des anciens collègues qui avaient 40 ans d'expérience, issus d'un diplôme psy, etc. C'était comme ça quand il y avait, pour une mesure sécuritaire ou alors quand il y avait un passage à l'acte, une crise plastique, c'était systématiquement isolement contention. Au pire que j'ai connu, c'était les 2 chambres d'ISO avec contention et 4 autres chambres fermées en isolement. Donc j'ai connu ça pendant 6 ans. Et puis je pensais pas qu'autre chose était possible. Enfin, je pensais que c'était la normalité du travail en psychiatrie. Et puis après, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler au secteur 3 au bon moment, avant le point de non-retour de l'épuisement professionnel. Parce que 6 ans d'isolement, de contention, de perte de sens, l'impression d'être un tortionnaire, d'être au contact de la violence tout le temps, toutes les semaines, à appréhender. Et puis je me suis rendu compte quand j'ai connu le secteur 3 que j'étais dans une banalisation. J'ai banalisé ces pratiques. Et puis j'ai minimisé beaucoup le ressenti des patients, tout ce qui était les vécus traumatiques, les majorations des angoisses, peur, colère, tout ça. Moi, je pensais qu'en tant soignante, quand on isolait, en tant que contentionné, c'était une qualité de soin et qu'on était bons soignants parce qu'on amenait de la sécurité, on amenait une relation maternante. Et qu'on était des bons soignants parce qu'on faisait ça. Et tout ce côté du ressenti des patients, j'avoue que je l'avais mis de côté, j'en avais pas pris compte. Je pensais qu'on était dans le bon soin. Et tout ce qui était traumatique, j'y pensais pas avant de travailler au secteur 3. Et donc voilà, donc au secteur 3, du coup, qui a permis une quête de sens au niveau des soins et un nouveau souffle professionnel.
par rapport aux pratiques dont on a déjà parlé. Donc, par exemple, ça a développé de la clinique parce que pour mettre en œuvre la moindre coercition, il faut connaître le patient, il faut avoir de la clinique. Après, ça a été avec l'expérience aussi dans mon ancien service. J'étais nouvelle diplômée, donc l'expérience n'était pas là. Après, on apprend, on a plus de cliniques. Et donc de favoriser aussi le lien thérapeutique que je ne faisais pas dans l'ancien service. Donc là, le secteur 3 valorise vraiment l'alliance thérapeutique avec, comme on a dit, les portes ouvertes. Dans l'ancien service, c'était l'inverse, tout était cloisonné, enfin, les portes étaient fermées, les bureaux de soins étaient fermés, les bureaux médicaux étaient très loin et tout était fermé. Et voilà. Merci beaucoup. Je vais poser la même question du coup à la moi, auparavant, je travaillais en fait en somatique et donc ça fait 12 ans que je travaille au secteur G21. Donc j'ai travaillé que là. J'ai travaillé que au G21. Bon, parfois j'étais amenée à faire des remplacements donc en renfort dans d'autres services où ils avaient ils mettaient des patients en contention. Donc c'était un peu difficile pour moi parce que j'ai connu en fait que la non-contention, zéro contention, zéro isolement. Nous à la clinique Jérôme Bosch, c'est un service ouvert. Donc c'est un petit service, une capacité de 10 lits. C'est des chambres individuelles. Les patients ils ont accès à leur chambre. Voilà. On a aussi on a un jardin de à peu près 400 ou 500 mètres carrés où ils peuvent justement sortir quand ils sont en crise, un petit peu se détendre. Moi, ça m'est arrivé déjà avec un patient qui était en crise. On a tourné au moins pendant 10 minutes sous la pluie. Ça a permis en fait de s'apaiser. Sinon, en fait, ce que j'aime travailler dans le service, c'est parce qu'en fait, il y a une équipe pluridisciplinaire. Donc, on est 4 infirmiers le matin, 4 infirmiers l'après-midi. Donc, un de cohorte et un qui fait les entretiens médicaux, un de pharma et un de salle. Donc, celui qui est de coordination, il peut être aussi amené à aider aussi celui de salle. Et pareil aussi pour celui de pharma, quand il a terminé les soins en pharma, il peut aussi aider en salle. Donc il y a tout le temps une présence permanente en fait infirmier. Également, donc on a des coachs sportifs, des psychosocio-esthéticiennes, des péridants aussi, elle est là aussi tous les jours, donc elle nous aide beaucoup. Et les patients, en fait, ils nous rapportent, ils disent que oui, ils arrivent à verbaliser ce qu'ils nous disent pas nous. Donc, lors des transmissions, souvent c'est revu avec la médiatrice de santé plate. Et nous, c'est les portes ouvertes, donc les règles de vie aussi, elles ne sont pas aussi figées. Par exemple, le petit-déj, c'est à 10h que le patient il me dit voilà, je veux un café, on peut donner un café. Pour les cigarettes, c'est pareil, c'est pas des règles. Peut-être sur votre parcours, est-ce qu'il y a fait que vous y restez au G21 dans votre pratique et est-ce que c'est de la satisfaction pour vous? Est-ce que c'est ça qui fait que vous restez au G21 aujourd'hui? Oui, je reste au G21 parce qu'en fait, il y a une solidarité aussi de l'équipe. Et aussi par rapport à l'encadrement, quand ils voient qu'on a un petit peu, qu'on a besoin d'aller souffler sur l'ambulatoire. Il suffit de faire la demande et on peut y aller. Mais sinon, c'est vraiment la solidarité, la solidarité de l'équipe. Par exemple, on est infirmier, par exemple, on est de salle et quand on voit qu'on est un peu dépassé ou avec un patient à l'alliance, ça se passe pas bien, on peut être relayé. Donc c'est ça, il y a une bonne ambiance, on s'entend.
peut-être, je vais rapporter un peu ce que je retiens de cette table ronde qui, en tout cas pour moi, est vraiment, même si j'ai investigué dans les établissements, il y a toujours des choses intéressantes qui ressortent de ces témoignages et de ces échanges. Ce que je retiens, c'est que la question du parcours, on a entendu la notion d'espoir qui est maintenue dans ces établissements et ces services qui font du moindre recours à la contrainte, qui utilisent peu les mesures coercitives. J'entends que ce soit du côté des soignants ou du côté des usagers la notion de calme aussi, alors que finalement, moi quand j'y suis allée dans ces établissements, on ne peut pas dire que les gens n'étaient pas malades. On voit vraiment la folie quand même s'exprimer dans ces murs. Mais effectivement, il y a cette impression de calme, peut-être d'apaisement, et je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment en lien avec le fait que les professionnels, il n'y a pas de surenchère en fait aux événements qui se passent dans les unités, et ils vont au contraire toujours chercher à redescendre, à faire redescendre, et aussi parce qu'effectivement il n'y a pas la possibilité de menacer, de contraindre, d'utiliser des choses qui finalement vont amener de la colère aussi. J'ai entendu parler de colère. Que sur la question du parcours des personnes, la question du traumatisme, des établissements finalement ou des unités qui ont moins recours à la contrainte, c'est aussi des établissements ou des unités qui amènent moins de traumas, qui sont moins génératrices de traumatisme pour les patients. J'ai entendu parler d'horizontalité. Et puis sur les professionnels, je pense que c'est important de se dire aussi, dans cette période où on a du mal à garder les professionnels déjà dans le métier, et puis parfois dans les unités, c'était important de dire heureusement je suis arrivée au secteur 3 avant d'en être au burn-out, parce que on ne parle pas suffisamment de l'impact du recours aux mesures coercitives aussi sur les professionnels. Et comme ça a été dit pour les médecins, je pense qu'il y a une partie des professionnels aussi infirmiers qui ne vont pas en psychiatrie ou qui n'y restent pas à cause du vécu et du trauma et de l'épuisement psychique et de la perte de sens que ça provoque finalement d'avoir recours aux mesures coercitives. Je vais m'arrêter là pour cette table ronde. Merci beaucoup à vous. Si, quelques questions quand même? Est-ce qu'on a le temps? On a le temps pour... Allez, je vois une question là-bas. Peut-être une question? Bonjour, alors en fait c'est moi, Madame Ravier, et je ne savais pas que je pouvais venir en fait, à la table ronde, et d'ailleurs j'ai un train à prendre. Mais c'était juste pour dire, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais moi en tant que cadre de santé, j'ai commencé ailleurs dans notre établissement à Ginevra, dans le 93. Pareil que Céline, du coup moi en tant qu'infirmière, j'ai appris, en fait paradoxalement j'ai été formée par des ISP, où on m'a appris un peu la clinique, tout ça, et j'étais dans un service qui était fermé, avec chambre d'isolement, mais on avait accès à un jardin, et ensuite j'étais dans un autre service en tant qu'infirmière, là où c'était complètement fermé, là il y a eu beaucoup de violence, beaucoup de passage à l'acte, hétéro-agressif. Moi j'ai été au GHU pour des raisons personnelles, parce qu'on me rapprochait de mon domicile, et c'est vrai que quand je suis arrivée sur GHU, ça fait pas très longtemps que j'y suis, sur le secteur 3, ça fait même pas 1 an, et c'était assez compliqué pour moi parce que j'avais encore ces réflexes de soignant, parce que avant d'être cadre de santé, moi en tout cas dans ma vision, en tout cas du métier de cadre, c'est que je suis avant tout infirmière, et je suis avant tout soignante, et je pense que moi en tout cas la vision que j'ai du cadre de santé, c'est, tout à l'heure il y a un collègue qui disait que c'était faire le lien, tenir, je pense que c'est tenir et c'est aussi donner du sens. Le cadre il est aussi là pour donner du sens aux soignants, du sens au travail, et en tant que soignant, quand on perd le sens, surtout en psychiatrie, c'est dramatique. Et je pense que les patients le sentent, parce qu'ils sont
aussi poreux par rapport à ça. Donc, je ne peux pas me perdre dans ce que je viens de dire. Mais moi, je sais qu'au secteur 3, le service est ouvert, les portes sont ouvertes, mon bureau est ouvert, les patients déambulent, et dans leur déambulation, là, ils s'arrêtent, et puis ils voient un bureau ouvert, ils se posent avec moi, et puis ils parlent avec moi, pendant que moi je fais des plannings, des fois ils soliloquent, ou ils chantent, voilà. Et il y a des moments où je sens que il faut que j'arrête de faire mes plannings, que j'arrête de faire ce que je suis en train de faire, que je me pose avec le patient. Donc je trouve que ce qui est important, c'est... Moi, en tout cas, je suis en train de me perdre encore une fois, mais voilà, le fait que le service soit ouvert et que les patients ont accès, en tout cas, au bureau, on appelle ça un salon d'accueil, où en fait, il y a du piano, bon, plein de choses. Je trouve qu'il y a une ambiance dans le service, quand on arrive, en fait, on est bien, en fait. Et on se sent bien en tant que soignant, et je pense que ça, c'est important pour se sentir bien, pour bien traiter les patients. Et j'avais juste un exemple, j'avais un patient qui était d'un autre secteur, en fait, qui venait du 91, qui était chez nous parce que voilà, c'était un dir. Et j'ai appelé du coup le service pour qu'il vienne récupérer ce patient-là. Ils étaient complètement choqués de voir le patient déambuler dans le service en disant mais il n'est pas en chambre d'isolement. J'ai dit il n'y a pas de chambre d'isolement. On va pas essayer, je sais pas, ça va. Et donc du coup là ils étaient vraiment choqués et c'était deux hommes qui étaient arrivés, qui étaient un peu pareils, et qui disaient mais en fait ce patient-là il a toute cette hospitalisation en chambre d'isolement pour. Et c'est la première fois qu'ils ont vu ce patient-là chez nous, en train de déambuler, assister aux activités thérapeutiques, faire du yoga, faire de l'éveil musculaire, ils étaient complètement choqués. Et je pense que ça c'était une belle leçon, en tout cas pour eux et pour moi, de dire que l'environnement du patient, en fait, l'environnement du service joue énormément. Voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà. Merci d'avoir souligné l'importance du lien et de l'alliance thérapeutique.